Après la célébration, Après la célébration de la deuxième édition de la soirée Femmes de Poigne 2021, la Maison internationale de la mamie vous revient avec la première édition spéciale Fête des mères. Oui, vous avez très bien compris, Fête des mères. Retrouvez-nous le 28 mai de 19h à 21h sur les plateformes Facebook et YouTube en compagnie de nos présentatrices et conférencières très spéciales. Au programme, hommage aux mamans, poèmes, animations diverses et conférences. On vous laisse avec un avant-goût de ce qui vous attend. À très bientôt. Après la célébration de la deuxième édition de la soirée Femmes de Poigne 2021, la Maison internationale de la mamie vous revient avec la première édition spéciale Fête des mères. Oui, vous avez très bien compris, Fête des mères. Retrouvez-nous le 28 mai de 19h à 21h sur les plateformes Facebook et YouTube en compagnie de nos présentatrices et conférencières très spéciales. Au programme, hommage aux mamans, poèmes, animations diverses et conférences. On vous laisse avec un avant-goût de ce qui vous attend. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir, chère conférencière. Bonsoir, Madame la directrice du bureau exécutif. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour célébrer avec vous la fête des mères. C'est une journée qui varie d'un pays à l'autre, mais ce qui est sûr, au cours du mois de mai, un peu partout, on célèbre d'être maman, de se sentir maman. Donc, je vais passer la parole à la directrice pour l'ouverture et j'espère que vous êtes nombreuses à vous connecter, partager le lien parce qu'on va célébrer ce soir, s'enrichir comme d'habitude de nouvelles connaissances et pouvoir aussi partager nos points de vue. Donc, DG, tu as la parole. Merci, Madame la coordonnatrice. Je suis très heureuse que ce jour soit enfin arrivé parce que on est en train de parler là des mères. Les mères qui sont vraiment les piliers de notre société et franchement, je suis très, très ravie, très, très ravie. Donc, au mois de mars, nous avons parlé de la Journée internationale des droits des femmes et nous sommes au mois de mai où on parle de la fête des mères, ok? Oui, on peut être femme, c'est bien, mais être mère, c'est encore une autre paire de manches. Donc, avant de commencer, je vais commencer par un petit discours que j'ai préparé, n'est-ce pas, pour la circonstance. Madame la mairesse de Anse-Cartierville, chères autorités locales, chers invités, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour la célébration de la Fête des mères 2021. Malgré la pandémie de la COVID-19, nous avons tenu à rendre hommage aux mères du monde entier en mémoire, n'est-ce pas, des multiples sacrifices qu'elles consentent tous les jours de leur vie pour le bien-être social de la famille en particulier et de la communauté en général. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement des femmes qui œuvrent sans relâche pour le bien-être des populations de Cartierville en particulier et de Montréal en général. Je voudrais m'adresser, n'est-ce pas, en premier lieu, mes plus sincères félicitations et mes vœux de bonheur à toutes les mamans qui nous entourent et qui sont à l'honneur aujourd'hui. Bien que nous sommes toutes différentes, les mamans sont unies par cet amour maternel que nous donnons gratuitement à ceux-là que nous appelons affectueusement nos enfants. Je vais dire merci à tous ces enfants et aux papas qui nous permettent d'accéder à ce statut de mère que nous célébrons ce soir. Parce qu'on n'est pas mère comme ça. Il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait un papa pour qu'on soit maman. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui illustre une fois encore
cette volonté d'améliorer les conditions de vie des populations de notre cité à travers l'amélioration des sorts des mamans. Cette volonté est gravée au cœur de nos préoccupations et c'est ce défi que souhaite relever chaque jour la Maison internationale de la mamie. Je ne saurais terminer sans dire un gros merci déjà à toutes les panélistes qui êtes connectés, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous soutiennent de façon inconditionnelle. Et pour finir, à mon nom propre, au nom des membres de la Maison internationale de la mamie et au nom des membres d'honneur de notre organisation, je rends un vibrant hommage à toutes les mères ici présentes, ainsi qu'à toutes les mères du monde entier et leur souhaite une bonne et chaleureuse fête des mères. Je vous remercie. Merci la mamie, merci pour ces mots bien placés et ressentis. Je vais de ce pas vous présenter le programme de la soirée. Comme ça, tout le monde, tout un chacun pourra voir un peu pourquoi on a mis cette soirée sous le thème les mères piliers de la société. Les mères piliers de la société parce que sur bien des aspects, les choses reposent sur leurs épaules. Elles portent la charge de mener plusieurs combats au niveau de la famille, au niveau individuel, au niveau professionnel. Et c'est ça qu'on voulait souligner aujourd'hui. Toutes ces mamans qui, au niveau de la société, contribuent au niveau de l'éducation, contribuent dans l'implication. Alors, aujourd'hui, on reçoit Dr Emmanuel Kekanda, qui est professeur biologiste. On est heureuse de la recevoir. Elle va nous parler de la pandémie, comment les mamans ont fait face à la pandémie. Donc, ensuite, on aura Madame Jocelyne qui, elle, est intervenante aussi et qui va nous parler du rôle au niveau de la communication, du rôle de la maman en tant que pilier de la société, au niveau de l'éducation, au niveau de la communication avec les adolescents. On aura aussi une de nos membres, Madame Pierrette, qui est entrepreneur à Val d'Or, coach en bien-être, qui va aussi nous parler de l'importance en tant que pilier de prendre soin de soi. Comme les piliers d'une maison, il faut les entretenir et s'assurer qu'on est capable de livrer nos tâches quotidiennes, nos tâches vis-à-vis de nos diverses responsabilités. Donc, bienvenue sur le plateau à toutes nos panélistes. Et avec la mamie et moi-même, Abata Diallo, on va essayer d'animer cette soirée d'1h15 qu'on va passer ensemble. Donc, comme d'habitude, lors de nos événements, il y aura ce sera entrecoupé par des animations. Et d'ailleurs, on va passer à la première animation, qui est un poème « Ma mère ». Bonjour tout le monde, nous sommes les jumelles Jeanne-Mania Dominique Kamgé et Marine-Marie Fokam Kamgé. Nous vous revoilà. Bonjour à toutes et à toutes. J'espère qu'en ce soir vous vous portez très bien. Ce petit message est pour vous dire que je vous ferai un poème de Jean Thécart et surtout je rajouterai ma petite touche d'humour. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. Waouh! J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soignée toute petite, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et propette. Surtout, elle m'a appris à marcher pas à pas, tenant mes bras, à dire un mot, puis à tout dire, si vous le saviez, même à sourire. Si je pleure, oh là là, elle me console d'une seule parole. Et vite, son magnifique et doux baiser charmant me rend contente. Je veux rendre heureuse ma mère ma vie entière. Travailler et l'aimer bien fort jusqu'à la mort. D'ailleurs, à l'occasion, je souhaite bonne fête à toutes les mamans du monde et qu'elles soient en paix dans leur cœur. Merci. C'était un doux message, merci. Alors,
Maintenant, sans tarder, je vais passer la parole à Dr Emmanuel pour qu'elle aborde justement le thème des mamans face à la pandémie. Je vous remercie pour l'invitation. Merci de m'avoir parmi vous. C'est vraiment un privilège pour moi. Et puis, juste un petit rectificatif, Abata, je suis pas professeur. Donc, mais docteur, c'est bien correct. En réalité, je suis docteur en biologie moléculaire et puis chercheur. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à la COVID, peut-être pour commencer, pourra être résumé dans cette courte vidéo que nous avons, qui a été en fait, qui est composée de plusieurs extraits des capsules vidéo que le docteur Jean-Chou Prévost a bien voulu monter pour sensibiliser les communautés afro-descendants ici au Canada par rapport à la COVID, par rapport à la réalité de la pandémie et par rapport aussi au vaccin. Donc, je pense que je peux pas avoir meilleure voix que lui pour vraiment parler des subtilités de cette pandémie-là. Je parle ici des variants, la formation des variants et vraiment la raison pour laquelle on devrait être aussi ouvert quelque part au vaccin, parce que à la fin de la journée, c'est vraiment ça qui va venir nous donner l'occasion de pouvoir retourner à la vie active. Et c'est un peu aussi à cause de cela qu'on peut déjà envisager une lumière au bout du tunnel. Donc, je vais nous laisser sur cette petite capsule vidéo de Dr Jean-Chou et puis je reviendrai avec quelques explications. Parfait. Désolée Emmanuel, donc c'est Dr Emmanuel et si la vidéo est prête, on va la mettre en onde. Vous savez, c'est la technologie, hein. Avec la technologie, il faut s'attendre parfois à des petits... Trois grandes caractéristiques pour parler de ces variants. Les variants d'intérêt, les variants préoccupants et les variants très préoccupants. Actuellement, les variants préoccupants qui sont décrits. Le premier, le B1.1.7, c'est un variant qui a été identifié initialement en décembre 2020 au Royaume-Uni. Le deuxième variant, c'est le B1.351, un variant qui a été identifié initialement en Afrique du Sud et qui actuellement est présent dans plusieurs pays à l'échelle mondiale. Le troisième, c'est le variant P1 qui a été détecté initialement au Brésil et qui actuellement est également retrouvé dans plusieurs pays. Ensuite, le quatrième variant qui est actuellement identifié
variant B1.427 et B1.429. Ces deux variants ont été identifiés en Californie. Il y a plusieurs autres variants qui ont été identifiés dans différents pays, certains qui sont préoccupants. Alors, lorsqu'on va regarder ces variants et leur impact, on va tenir compte de plusieurs facteurs. On va tenir compte du fait que certains vont avoir une plus forte contagiosité. On va tenir compte du fait que certains vont avoir une plus forte létalité, une plus forte mortalité. On va tenir compte du fait que certains variants vont potentiellement être plus difficiles à détecter par les tests diagnostiques. Et puis finalement, la préoccupation autour de la résistance de certains variants au vaccin de souche vaccinale. Ensuite, il y a une autre étude qui a analysé une approche différente, et c'est une étude faite en Afrique du Sud où justement le variant B1.351 est très majoritaire. C'est une étude de phase 2 qui incluait des sujets qui avaient pour certains le VIH et d'autres qui étaient immunocompétents. Dans cette étude, les auteurs ont comparé l'administration de ces vaccins à 2 doses versus le placebo. Donc dans l'étude actuelle, ils ont inclus quand même beaucoup de participants, donc plus de 6000 qui ont été approchés, 4000 randomisés. Et l'analyse de l'efficacité montre que, alors c'est des participants d'âge moyen, comme on le voit à 30 ans de moyenne, donc c'est des participants jeunes, avec une proportion de femmes et d'hommes, comme on le voit sur cette image. Et dans cette étude faite en Afrique du Sud, il y avait une grande proportion de sujets qui étaient noirs, plus de 95%. Parmi eux, il y avait plusieurs, 20% qui avaient de l'obésité. Et certains qui avaient des maladies associées comme le diabète ou l'hypertension. Alors, voici les résultats de l'étude. Donc, pour l'utilisation de ce vaccin dans un contexte où le variant sud-africain est très présent, on voit que chez les sujets qui étaient avec une sérologie négative, donc pas d'antécédent d'infection de Covid-19, on a une efficacité qui est de 49%. Et chez ceux qui avaient été infectés au préalable, l'efficacité est de 52,6%. Et quand ils regardent les analyses en sous-groupe, pour les sujets qui sont HIV négatifs, on est à 60% pour ceux qui n'avaient pas été exposés préalablement à la Covid-19. Donc ça donne quand même des résultats intéressants. C'est certes moins élevé que ce qu'on observe dans le contexte de vaccination avant que les variants ne soient prédominants, mais c'est mieux que ce que le vaccin AstraZeneca avait démontré dans cette région. Donc on le voit ici entre ce vaccin et le placebo, l'incidence de survenue des cas, et ça ressemble à ce qu'on observe dans la plupart des études. Il faut attendre au moins 2 semaines après la deuxième dose pour voir une séparation nette. Et cette séparation-là est maintenue au fil du temps. D'autres études sont en cours, surtout des études en population générale, qui permettront justement de voir dans les pays où les variants sont prédominants, surtout pour les vaccins à ARN messager qui montrent quand même une bonne efficacité. Et donc tous ces éléments sont encourageants et nous conduisent à dire oui, le processus actuel de vacciner rapidement nous permettra de rattraper la course contre la montre pour éviter que le virus prenne le devant. Parce que là encore, je le rappelle, c'est la multiplication massive du virus qui fait en sorte que par moment, il y a des erreurs et des copies qui sont défaillantes et donc l'apparition de certains variants. Donc, vaccinons-nous.
Merci. Parfait. On va revenir sur Après la célébration de la deuxième édition, le son a été, comment dire, défectueux. Donc, je vais laisser peut-être Dr Emmanuel nous expliquer rapidement le contenu de cette vidéo-là et puis pouvoir ensuite élaborer. D'accord, merci Habata. En fait, ce que docteur Jean-Chou Prévost présentait, c'était des résultats issus des études en fait qui ont été faites avec les vaccins contre la COVID. L'un des points importants qu'il a relevé, c'est que il y a un mythe, par exemple, qui veut que certaines personnes, justement, de peau noire, pensent que la pandémie n'est pas présente dans les pays d'Afrique. Et il soulève quand même qu'il y a même des variants, en fait, dans plusieurs pays d'Afrique, tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, et puis un autre pays chaud aussi, qui est quand même assez mixé dans sa population, c'est le Brésil. Donc, en réalité, on fait face à la maladie vraiment sur l'étendue du globe et il faudrait vraiment pas négliger ou sous-estimer les effets de cette pandémie-là. Ensuite, il parle vraiment du fait que oui, des études cliniques ont été faites avec des nombres quand même importants de participants parce que un des mythes aussi est que les gens pensent que il n'y a pas eu d'études cliniques, mais en réalité il y en a eu et dans le cas d'espèce on avait quand même une étude avec 6000 participants, ce qui voulait quand même dire que on a quand même une bonne représentativité de personnes qui pourraient recevoir le vaccin en cas d'infection pour la protection ou bien après l'infection. Et ce qui dit aussi, c'est que justement l'étude même de 6000 participants menée en Afrique du Sud incluait vraiment une bonne partie de personnes de couleur noire et puis des personnes aussi qui étaient atteints de ce qu'on appelle les comorbidités. Ça veut dire qui ont déjà un état de santé fragile, qui ont déjà d'autres conditions comme l'obésité ou le diabète ou l'hypertension. Donc, en gros, vraiment, ce qui ressort de ce qu'il dit, c'est que le vaccin a été testé. Il a été testé dans des études cliniques et puis il a montré des résultats. Et puis à la fin, on a vu aussi cette étude-là qui a testé pour voir est-ce que les personnes qui ont eu le vaccin après avoir eu la maladie sont quand même protégées. Et l'étude montre que oui, il y avait jusqu'à, je pense, 50% de protection pour ceux qui avaient déjà fait la maladie avant et puis qu'on avait vacciné après. Et puis, il y a aussi cette observation-là qui a été faite par rapport au nombre de doses de vaccins et puis montrait aussi que les personnes qui avaient reçu 2 doses avaient comme une meilleure réponse au vaccin, donc une meilleure réponse immunitaire que les personnes ayant reçu une dose. Tout ça vraiment pour informer sur la réalité. Il est vraiment important que les mamans justement fassent ce travail-là aussi de chercher vraiment des informations qui reposent sur des données scientifiques, qui reposent sur des études scientifiques et puis de prendre les bonnes décisions justement dans ce contexte particulier de santé publique que nous vivons. Tout à fait, en fait, c'est très pertinent de relever que ici, en fait, ce qu'on apporte, c'est une connaissance scientifique qui va permettre justement aux mamans dans les familles, dans les sphères où elles sont des piliers, d'alimenter leurs réflexions et de pouvoir faire un choix éclairé. On essaie aussi de montrer que certaines réticences ne sont pas basées sur des faits, mais sur des mythes ou des croyances. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'une scientifique comme vous vienne apporter ces données-là.
et puis les commenter parce que des fois, ces informations sont d'un niveau peut-être plus technique qui fait que cet effort de vulgariser l'information est vraiment apprécié, Emmanuel. Effectivement, Abata, vous avez parfaitement raison dans votre propos. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas complètement condamner vraiment aussi les communautés afrodescendantes par rapport à leur réticence. C'est sûr qu'il y a toute une historique derrière. Par exemple, quand on regarde les essais cliniques, par exemple, du tenofovir, c'est un médicament qui était administré contre le VIH et ces essais cliniques ont été interrompus en mars 2005 au Nigeria et avant ça, en février 2005, elles étaient interrompues. En fait, les essais cliniques, ils étaient interrompus au Cameroun et avant ça, en août 2004, ils étaient interrompus au Cambodge. Donc, quelque part, les populations ont toujours un peu comme ce petit traumatisme qui veut qu'on pense que, ah ben oui, on fait que des essais cliniques, c'est sur nous qu'on veut les faire. Mais dans ce cas d'espèce, on voit vraiment qu'il y a quand même une étude qui a été faite. Oui, ça a été fait rapidement. C'est parce que la situation aussi, c'est un contexte de pandémie, c'est urgent, mais les moyens ont été mis pour pouvoir recruter des personnes. Et la raison pour laquelle aussi c'était facile de recruter des personnes, c'était qu'on est en contexte de pandémie, donc on ne cherchait pas vraiment les participants partout dans tous les pays. On avait des personnes qui avaient la maladie. À ce moment-là aussi, c'est beaucoup plus facile de constituer des cohortes, comme on appelle, pour pouvoir faire ces essais cliniques-là. D'accord. Donc, en fait, ces informations-là, vous, les scientifiques de la communauté noire, vous y avez eu accès, donc vous avez été capable aussi de les voir. Il y a une deuxième vidéo que j'aimerais qu'on voit ensemble parce que je l'ai trouvée éloquente dans le sens où quand on nous présente des informations en disant non, c'est une maladie de blanc, ça ne tue pas chez nous, ça peut nourrir aussi des mythes et puis laisser croire que le train va passer et puis ça va se placer. Est-ce que la réalité sur le continent vis-à-vis de la réalité de la diaspora est la même? La seconde question que j'aurais aussi, c'est de peut-être, entre guillemets, déconstruire les mythes en expliquant justement pourquoi c'est pas la même réalité, pourquoi moi, en tant que membre de la diaspora vivant ici, dans un environnement qui est spécifique, je réponds pas aux mêmes critères que ma cousine qui est au pays et donc je ne peux pas tirer les mêmes conclusions qu'elle. Donc, on va peut-être regarder la vidéo d'abord, qui était la seconde vidéo. Et puis, je propose qu'on se tutoie sur ce plateau parce qu'on se parle en dehors, on s'est parlé en dehors du Ben plateau. oui, c'est ça. Je pensais que tu avais préféré revenir au vous. Donc, du coup, je te suivais un peu, mais je suis très à l'aise, Abata, que tu me tutoies absolument. Tout à fait. Et donc, si l'équipe technique est prête, on est prêt pour la vidéo. Donc, la vidéo sera prête dans un instant, c'est ce qu'on me dit. Mais pour prendre un des exemples des mythes à déconstruire, quand on nous dit oui, le virus ne résiste pas au soleil, c'est peut-être vrai, ce n'est peut-être pas vrai, mais dans tous les cas, est-ce que moi, mon soleil canadien, est-ce que je suis exposée de la même manière qu'en Afrique? Mais tu as vraiment parfaitement raison. C'est très pertinent ce que tu dis, Abata. En fait, on est dans deux écosystèmes différents. En Afrique, les réalités sont différentes de celles qui sont ici. Et puis, la vidéo que tu annonces, par exemple, nous montre que autant ici, on a vu une première vague, une deuxième vague et le nombre de décès qui en découlait, autant on a vraiment réalisé que ces vagues-là s'étendaient aussi aux communautés afrodescendantes et notamment dans la vidéo que tu vas présenter, il s'agit même en particulier de la communauté camerounaise au Canada. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée vraiment de comparer les écosystèmes. Et puis ici au Canada, on devrait encore être plus sensible justement au fait que la réalité de santé publique nous encourage vraiment à y mettre du nôtre en respectant les mesures sanitaires, mais aussi en participant justement
à la vaccination qui, en fin de compte, est ce qui va nous permettre de revenir complètement en tant que société ici au Canada à une vie normale où on pourra retourner dans les restaurants, retourner avec les enfants dans les parcs, dans les centres d'attraction, sans se soucier de porter le masque, retourner dans les festivals et toutes sortes de belles activités qu'on peut avoir ici en famille au Canada. Parfait. Je pense que l'équipe technique a un peu des difficultés à retrouver cette... Non, c'était celle qui était juste avant celle-là. Donc, on va laisser faire si on ne la retrouve pas. Et puis, on pourra revenir plus tard. Ce qui est sûr, c'est que je la trouvais intéressante parce qu'elle illustrait avec des chiffres simples dans un programme qui est un programme camerounais ici, le programme de retour au pays natal. Donc, c'est comme une assurance rapatriement de corps quand il y a des décès. Et ben, les données ont montré, Emmanuel, si je me trompe pas, qu'il y a eu une hausse inhabituelle. C'est ça? Exactement, Abata. Ce qui se passe, c'est que, en fait, on a demandé au RPN, justement, à l'association, si on pouvait avoir accès à leur base de données, justement, sur les rapatriements des dépouilles au Cameroun. On s'est rendu compte que entre les années 2018 et 2020, alors en 2018, entre les années 2018 et 2020, on avait comme un triplement du nombre de décès. Entre 2019 et 2020, c'était un doublement du nombre de décès. Donc, on voit quand même que en 2020, il y a quelque chose qui s'est passé et la communauté camerounaise n'a pas été épargnée. Donc, il est très important et je pense que si on le faisait au sein de la communauté rwandaise, burundaise, sénégalaise, malienne ou béninoise, on aurait certainement des observations similaires. Donc, ça vient vraiment quelque part déconstruire le mythe qui veut que les Noirs ou les personnes noires pensent qu'elles sont plus résistantes à la COVID. En tout cas, au Canada, ici, à travers les chiffres, on se rend compte que, au même titre que les autres communautés, on a enregistré une hausse de décès. Et quand on analyse les facteurs, c'est très probablement le facteur de la COVID qui peut l'expliquer. Parfait. Exactement. C'est sûr que c'est des morts. Après, c'est des morts de toute cause. On n'a pas dans les bases de données vraiment l'information sur la raison du décès ou la cause du décès. Mais vraiment, selon quoi on peut s'orienter, c'est vraiment de voir, comme tu l'as vu dans la vidéo qui est passée en premier lieu là, de voir vraiment comment les nombres se doublent et triplent au fil des années entre 2018 et 2020. Parfait, bonne nouvelle, on a la vidéo parce que j'insistais un peu, je pense que des fois les chiffres sont parlants, donc... Voilà, donc quand on parle de 180% d'augmentation, c'est pas du jeu comme on dirait en langage commun. Parfait. Exactement, Abata. Ben, merci beaucoup, Emmanuel, pour tes éclairages qui, je pense, vont permettre justement à tous ces mamans, piliers de la famille, co-chefs de famille, chefs de famille, de se positionner vis-à-vis de ces méthodes de protection-là que sont les vaccins. À date, ce sont les seuls. On a des méthodes plus invasives comme le masque et tout qu'il faut continuer, évidemment, mais on est en train d'essayer de mettre en place des solutions peut-être un peu plus permanente pour revenir à la normalité. Et donc, on voulait ici, comme on le fait dans beaucoup de nos émissions,
outiller les mères, l'organisme, la Maison internationale de la mamie a dans ses missions et ses activités le mandat de renforcer les capacités, de favoriser l'implication sociale et aussi de réduire l'isolement et de mettre en place des activités d'entraide. Et donc, dans le renforcement de capacités, c'est pas toujours des formations qu'on donne. Simplement, des fois, c'est de permettre à des gens de notre communauté qui sont des scientifiques émérites de venir vulgariser un discours peut-être qu'on ne s'approprie pas parce qu'il vient de quelqu'un d'autre. Donc, à ce titre-là, merci beaucoup, Emmanuel. Merci d'avoir été un phare dans la nuit pour beaucoup d'entre nous. Mais merci beaucoup pour l'invitation et merci de me faire participer à cette belle initiative sociale qu'est la Maison de la Mamie. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, on va continuer dans les activités. Maintenant qu'on en sait plus sur le climat social et les solutions qu'on peut trouver face à la pandémie en ce qui nous concerne, ben, être maman, ce n'est pas que prendre des décisions par rapport à est-ce qu'on fait le vaccin ou pas. On avait d'autres activités qu'on faisait avant. Donc, on pourrait peut-être passer à la deuxième panéliste qui est Maman Pierrette. Est-ce qu'on l'a avec nous? Parce que dans le partage, je ne l'ai pas aperçu. Sinon, je propose peut-être que ce soit Jocelyne qui intervienne le temps que Maman Pierrette se connecte. Parce que de toute façon, l'un dans l'autre, c'est vrai que une fois qu'on pense santé, on pense vaccin, on pense médicaments, on pense pas toujours bien-être, prendre soin de soi. Ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par tout simplement, effectivement, des activités où on prend soin de son corps, de son esprit. Mais puisque Jocelyne est là et que ma Pierrette n'est pas là et qu'elle viendra nous parler de ça, Jocelyne, une autre façon d'être bien aussi, c'est d'être bien dans la famille avec ses jeunes. Oui, effectivement. Je vais présenter Jocelyne parce que moi, je te connais, je te parle comme si on était assises dans mon salon. Donc, je vais d'abord te présenter pour que nos participantes aussi sachent qui tu es. Donc, Jocelyne est avec nous ici sur le quartier de Bordeaux, Quartier-Ville. Elle est intervenante et là, en fait, moi, je l'ai découvert lors d'une conférence qu'elle a fait dans le cadre de son travail. Elle abordait sur une plus longue période la thématique de comment communiquer avec les ados. Et je me suis dit, lors de la fête des mères, ce serait un thème qui serait important d'aborder parce que c'est difficile d'être une maman heureuse, comblée. Quand rendu à cet âge-là, la communication est déficiente, on peut être perdu. C'est une réalité qu'on constate quand on reçoit les mères, quand on discute avec elles. Les tout petits, ça va, elles s'en sortent. Mais rendu à un certain moment, elles n'ont ni un adulte, ni un enfant. Et dans cette société canadienne, québécoise, montréalaise, il faut les outiller pour que ce soit un moment le plus agréable possible, même si une adolescence agréable, je sais pas, est-ce que c'est pas un peu antinomique? Je pense que le but de l'adolescence aussi, c'est de confronter les parents. Donc, Jocelyne, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement la communication entre les parents et les jeunes? N'oublie pas qu'on a une vidéo, alors tu me dis à quel moment tu veux que je la lance parce que je l'ai trouvée très intéressante aussi. Et je me demandais, si tu peux la lancer avant, après on pourra comme... Que tu puisses la commenter? Oui. Tout à fait. Alors, si la technique est prête, on va lancer la vidéo. Et puis, non, je peux y aller immédiatement, c'est comme tu veux. On va lancer la vidéo quand la technique sera prête. Par contre, en attendant, dis-moi un peu au niveau de notre réalité montréalaise ici, comment ça se passe un peu avec les communautés dont nous faisons partie, les défis de la communication, où est-ce qu'ils se situent? C'est ça, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette belle activité ce soir vendredi. C'est très spécial, puis je suis très heureuse de vous retrouver. Et en passant, je vais vraiment clarifier que je ne suis pas experte dans la communication. Et puis, vous savez, la communication, c'est toute une science très générale, très étendue. On ne peut pas l'explorer ce soir. Mais quand même, je suis une maman de 2 adolescents, un adolescent et une adolescente. Et je travaille auprès des familles qui ont effectivement plusieurs défis dans la communication.
c'est à ce titre que que je peux donner ma petite expertise, mais j'ai pas comme des données scientifiques, des données statistiques qui peuvent justifier quand même mes propos, mais c'est quand même les expériences, les vécus, et je vais vous les partager. Et puis, en passant, maintenant, en 2021, on peut pas parler de la communication en oubliant les médias sociaux. Et puis, comme vous le savez, les jeunes, les adolescents, comme nous aussi, vous savez, on passe beaucoup de temps sur les médias sociaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut donner On l'exemple. essaie de comptabiliser le temps qu'on passe dessus. Ça peut être long. Et nos jeunes, c'est comme un de leurs moyens de socialisation. Ils parlent avec les amis, ils font des choses, ils font des recherches sur les médias sociaux, et puis les adolescents, dans leur fonctionnement, ils sont en train de découvrir des choses, ils sont en train de grandir, leur corps est en train de changer, ils ont besoin d'un cadre avec des amis qui ont presque les mêmes difficultés, les mêmes défis qu'avec eux, où ils peuvent échanger tranquillement, je dirais en confidentialité avec leurs amis. Et puis, nous, en tant que parents, c'est quoi nos enjeux? Nous, je me dis, on est grandi en Afrique, on n'avait pas comme une grande ouverture de communiquer, mettons, à nos parents. Nos parents, ils pouvaient décider sur tout ce qui nous concerne. Nous, on était là pour dire oui, 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 oui. Mais ici au Canada, c'est pas toujours oui. Il peut y avoir des non. Il peut y avoir aussi des arguments qui vont dans un sens où on ne met pas que ça aille. Cependant, c'est une petite minorité d'enfants qui ont ces difficultés-là. La majorité, ça fonctionne très bien. Mais quand ton enfant, ça ne fonctionne pas, tu vas pas dire, oh, la majorité des enfants, ça fonctionne. Toi, tu vas te préoccuper de ton enfant, tu vas te préoccuper des difficultés que ton enfant est en train de vivre à ce moment-là. Exactement, Pierrette. C'est chacun regarde à son moment son ballon. Est-ce que tu veux qu'on prenne une pause pour justement rebondir sur ton propos? Quand toi, ton enfant a une difficulté, c'est ce que tu vois. Eh ben, la vidéo va nous montrer comment les points de vue peuvent compter dans une discussion. Parce qu'une discussion, c'est un échange. Et donc, c'est deux personnes de chaque côté de la table. Donc, je pense que ça vient très bien rebondir sur ce que tu dis. Est-ce qu'on peut la voir, la vidéo? Si je pense qu'on est prêt. Parfait. Regardez. Voici une étagère dont certaines cases sont obstruées. Côté pile, on voit tous les objets. Et côté face, certains objets sont dissimulés par les fonds de l'étagère. Première étape, nous proposons aux parents de faire l'exercice. Je vous propose de demander à la personne en face de vous de déplacer un objet sur cette étagère. Quant à vous, je vais vous demander d'exécuter la demande tout en gardant en tête que la personne en face de vous a une autre vision des choses que vous. Pourriez-vous descendre la voiture d'en haut d'une case? Stop! Concentrez-vous bien. Si on se place d'un côté de l'étagère, on voit 3 voitures. Une jaune, tout en haut dans une case obstruée, une bleue, dans une case visible des 2 participants, et une grise, tout en bas. De l'autre côté, la voiture jaune est invisible. Attention, pour réussir l'exercice, il faut tenir compte de ce que voit notre complice qui pose la question. Pourriez-vous descendre la voiture d'en haut d'une case? Cette maman réussit parfaitement l'exercice comme la majorité des adultes. Elle descend la voiture bleue visible des 2 côtés et arrive donc à se mettre à la place de notre complice. Qu'en est-il des adolescents? Sont-ils capables de se mettre à la place de l'adulte posté de l'autre côté de l'étagère? Pourrais-tu descendre la voiture d'en haut d'une case? Mais non, cette voiture, ta maman ne la voit pas. Aïe, encore raté. Et pourtant, c'est normal. Un ado a tout simplement du mal à se mettre à la place d'autrui.
Constat qui s'applique pour cette expérience avec des conséquences un peu plus agaçantes au quotidien. Impossible pour une ado de se mettre à ma place. Le rangement, elle ne verra pas les choses à faire, elle ne verra pas. Il y a plein de choses qu'elle ne voit pas de son côté que moi je vois du mien. Donc vous n'êtes pas vraiment étonné du résultat? Non, pas du tout étonnée. Et j'ai hâte que ça change. J'ai l'impression qu'il n'a pas cette vue, je dirais, d'ensemble, globalité, d'avoir un panel à 360 degrés. Ça reste vraiment en face, ce que j'ai en face de moi. Ils n'ont pas encore passé l'âge adulte, donc on ne peut pas leur demander de se mettre à la place de ma femme ou à ma place, parce que c'est encore des enfants. Donc c'est un peu compréhensible. Et mettre la table, par exemple? C'est un sujet... Vous avez mis le doigt dessus. Et ouais, bah, on le demande. Après, ça rentre là et ça sort là, quoi. On a toujours l'impression que l'adolescent est complètement égocentré, qu'il fait tout pour lui et qu'il ne tient pas compte des autres. Alors, c'est assez vrai, mais ça n'est pas pour autant qu'il est insensible, qu'il fait ça contre vous. Et justement, c'est ça le danger, c'est de nous perdre confiance en nous-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'on est mis de côté par l'adolescent, alors que c'est un mouvement cérébral, que c'est un passage, et qu'il est important de montrer qu'on est toujours là. Il ne nous voit pas, mais on reste à côté, parce qu'à un moment donné, il nous verra. Parfait. Merci. Alors, c'est ça. Il ne nous voit pas, mais on reste à côté un moment, il nous verra. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais c'est vrai que, s'il n'est pas capable de se mettre à notre place, il va prendre la voiture en haut. Alors, Jocelyne, je t'ai interrompu parce que je trouvais que la vidéo venait au bon moment par rapport aux propos que tu disais. Il faut pouvoir se mettre à la place. Alors, je te laisse continuer. Ben oui, il faut se mettre à la fois à la place et aussi à leur place. Parce que notre enfant est en train de grandir, il est en train d'apprendre, il est en train d'acquérir une expérience. Et parfois, je me dis, si on retourne, mettons, 30 ans, 35 ans en arrière, qu'on se rappelle quand on était adolescente, est-ce qu'on était parfaite? Je pense que non. Je ne vous pose pas la question, mais posez-vous la question quand vous arrivez à la maison. Peut-être il y en a qui étaient parfaits, mais c'est pas tout le monde. Et puis, nos jeunes sont en train de découvrir, en même temps, dans son corps, les hormones sont en train de bouillonner. Donc, il y a plein de choses en même temps. Parfois, ils peuvent perdre même le sens de ce qui arrive. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit là pour eux. Et puis, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de leçon à donner, il n'y a pas de magie. Mais être là, ça veut dire quoi? Être là, ça veut dire être présent quand c'est difficile. Essayer de chercher l'échange entre votre enfant. Essayer de discuter avec eux comment ça se passe. S'il n'est pas prêt à discuter, c'est pas grave. Au moins, toi, tu as tendu la main en tant que parent. S'il est prêt à discuter, vas-y. Si, mettons, aujourd'hui, ça fonctionne pas, il faut pas se décourager. Demain, on recommence. Après demain, on recommence. À un moment, ça va fonctionner, c'est sûr. Mais ce qui est très important aussi, c'est par rapport au niveau des médias sociaux. Oui, il peut pas ne pas aller dedans, mais il faut quand même essayer de mettre un petit cadre. Il faut discuter avec lui, votre enfant, parce qu'il est rendu adolescent. Il n'est plus un bébé qu'on va diriger comme on veut. Il va falloir peut-être établir un cadre avec lui, avec ses mots qu'il choisit, il faut aussi lui donner comme un poids. Quand c'est lui qui va décider, quand c'est lui qui va contribuer, quand c'est lui qui va donner son avis, si c'est pas correct, tu vas dire non parce qu'il y a ça, et parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Si c'est oui, il y a des éléments que je peux prendre que tu as proposé, c'est parfait. Il y a quand même des choses que je ne peux pas accepter parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour nous en tant que famille. Et il y a aussi, c'est très important aussi de nous regarder par rapport aux médias sociaux. Je l'ai déjà dit, je pense un tout petit peu. Combien de temps que nous, on passe sur les médias sociaux? L'exemple, hein, n'est-ce pas? C'est un bon exemple. Et puis, ils nous observent, ils vont nous regarder.
tu vas pas trouver des mots pour l'expliquer parce que toi-même, tu le fais pas. Mais Jocelyne, est-ce que justement, j'ai une question ici qui dit, oui, donner l'exemple, mais est-ce que je suis son égal? En Afrique, on l'entend souvent, je ne suis pas ton égal, je suis ta maman, je t'ai pas mis au monde pour avoir peur de toi. Et donc, c'est pas la même approche ici. Qu'est-ce que, par exemple, le partage des responsabilités, l'exemplarité nous apporte justement dans ce processus de communication, de baisser les pressions, parce qu'on n'est pas dans le même cadre. Tu sais, Abata, quand moi j'ai commencé à travailler dans une école d'abandon KTV, effectivement, j'étais comme, je trouvais un travail dans mon rêve, je me dis, ok, je m'en vais là-bas. Et puis, quand j'ai vu un élève répondre à son professeur, tais-toi, imbécile, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça notre pays? J'étais comme sous le choc, je me suis dit, il faut que je me forme. Là, il faut que je me forme, il faut que j'ai commencé à faire une formation, intervention auprès de jeunes pour effectivement comprendre c'est quoi le fonctionnement ici des jeunes, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les attitudes, c'est quoi les façons de faire. Et puis, c'est comme complètement différent. Chez nous, les parents, ils décident tout. Et effectivement, il va te dire, c'est pas ton égal. Mais ici, c'est pas ton égal, mais il a un mot à dire par rapport à une situation. Il a peut-être pourquoi il fait ça. Il a une raison que peut-être nous, on peut pas comprendre, mais il faut l'écouter. Si c'est hors norme, tu vas lui dire que non, ça fonctionne pas. C'est pour ça que je parlais d'un cadre. Mais dire que c'est pas ton égal, c'est peut-être pas un vocabulaire approprié. Tu peux dire, oui, je sais, je suis un parent, je suis responsable de toi. Et moi aussi, je suis peut-être sur les médias sociaux parce que j'ai envie de parler avec ma famille là-bas. Mais je passe pas tout le temps. Regarde, moi aussi, je m'occupe de mes responsabilités. Ça, c'est un bon exemple. Ça veut pas dire que toi, tu vas être sur les médias sociaux. Oui, ça va aussi faire. Mais c'est juste lui expliquer que toi, tu es déçu pour des réseaux. Mais tu peux pas, t'es pas tout le temps sur ça parce que tu as d'autres responsabilités que tu occupes, que tu mets en place. Tu organises la famille, tu travailles, tu prépares à manger, tu fais tout. Et lui, il a aussi des contributions à faire à la famille et il doit te respecter en tant que parent. Mais il faut quand même expliquer. Quand il dit c'est pas ton égal, il va te dire ah ça fonctionne pas ici. Et puis c'est vrai ça fonctionne pas ici. Au Burundi ça fonctionnerait. Au Cameroun peut-être ça fonctionne, je ne sais pas. Au Burkina Faso ça fonctionne, mais ici si tu commences à faire des conflits avec ton enfant, des conflits ouverts, ça peut mal finir et tu vas le regretter. C'est pas ça que tu veux. Je suis sûre que c'est pas ça que tu veux. Dans ce sens-là, je comprends le message qu'on envoie, c'est les comportements intolérables ne sont tolérés nulle part, ni là-bas, ni ici. Par contre, il y a peut-être un autre type de communication qu'il faut favoriser ici pour ne pas créer un décalage entre la communication hors de la maison et celle qui est à la maison parce qu'on risque de perturber l'enfant. Donc, en tant que parent, que pilier de la société, on ne change pas les valeurs, on change peut-être le canal de communication, la forme de communication, en faisant peut-être la part entre ce qui est non négociable et peut-être ce qui est d'un autre continent, d'une autre époque, parce que cet enfant-là, c'est aussi un peu d'ici, un peu de là-bas. Et je pense que chaque parent dans sa maison a sa recette magique avec son équilibre d'ingrédients, mais là où on veut amener nos piliers à réfléchir, parce qu'elles sont piliers dans le sens où elles construisent les futurs travailleurs, les futurs payeurs d'impôts, et personne n'a envie de construire les futurs membres de la DPJ. Donc, en ce sens-là, ou de remplir les prisons de Bordeaux. Donc, ce qu'on fait, on le fait évidemment pour leur bien, mais il faut comprendre que s'il y a un trop grand décalage entre la façon, pas le fond, mais la façon à la maison versus dehors, surtout dans un âge aussi critique que l'adolescence, qui se caractérise par l'opposition aux parents. C'est du jour au lendemain, il t'aime et puis après il te déteste, tu sais pas ce que tu as fait. Mais on n'est pas rentré dans ces détails de la vidéo, mais je vais mettre le lien de la vidéo parce que c'est une très longue vidéo d'1 heure et ça vous montre aussi les changements hormonaux que ce petit être-là vit
les changements physiques qu'il vit. 25 centimètres en quelques années, là, je sais pas si on s'imagine. Moi, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là comme des chewing-gums. Eux-mêmes, leurs muscles vont dans tous les sens et ils s'en sortent pas. Et donc, de comprendre ça, je pense que ça vraiment, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, il y a personne qui est fâché contre l'autre. Mais derrière la bibliothèque, il ne voit pas de quelle voiture vous parlez. Quand vous lui dites descends la voiture en haut, il ne voit pas, il n'y a vraiment pas d'intention de vous énerver. Alors, je pense que c'était un très bon outil pour communiquer. Et puis, je rappelle qu'effectivement, chacun dans sa maison a son équilibre de recettes. Un peu plus de sel, un peu plus de piment. Comme dit Jocelyne, à la fin de la journée, si ça se passe mal, les mamans sont tout aussi malheureuses, sinon plus que leurs enfants. Je connais pas une maman immigrante qui supporte ce froid-là pour que son enfant rate après. Si c'est ça, on rentre au pays. C'est ça. Un autre élément que je ne sais pas s'il y a encore du temps que je voulais ajouter, Rabata. Oui, tu peux prendre quelques minutes, vas-y. C'est qu'en fait, nos enfants, ils passent une partie de la vie à la maison, mais une grande partie à l'école. Ça veut dire dans un autre milieu. Il y a une autre façon de fonctionner. À un moment, il faut être mêlé dans le sens où nous, on dit des choses, on veut imposer des choses, mais à l'école, on dit des choses d'une façon. Donc, ça peut manquer de coordination dans toute la vie de ce jeune qui est avec tout ça, parce que c'est pas juste son milieu. Si c'était juste à la maison, ça fonctionnerait, je pense. Mais comme il y a plusieurs milieux, et puis on veut que nos enfants se découvrent, se développent, il ne faut pas qu'ils restent à la maison. Ils doivent partir à l'école, ils doivent partir travailler, ils doivent trouver d'autres façons de fonctionner. Qu'est-ce que nous, on aimerait que ça fonctionne à la maison, qu'on pense que c'est parfait. Et puis, en faisant aussi des petites erreurs, ils sont en train d'apprendre. Tout à fait, Jocelyne. Jocelyne, c'est un sujet passionnant et comme je te l'ai promis, moi, j'ai envie qu'on revienne sur ce sujet-là des mamans et des ados. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais ce que je retiens, c'est ça les prépare de toute façon. Nous, en s'adaptant un peu, on les prépare aussi à cette société-là. Il faut leur donner le plus de bagages possible et c'est une corde de plus qu'on ajoute à leur arc en leur permettant d'expérimenter tout en leur expliquant les limites de ce qui est non négociable. Merci encore Jocelyne et puis aux mamans qui sont dans le Facebook Live, la vidéo sera partagée. Donc on va peut-être prendre une petite pause en animation. Et puis, on revient à Pierrette qui s'est joint à nous et puis qui va nous parler du bien-être. Parce que là, je pense qu'on a fait le tour sur la santé, sur la maman qui éduque les enfants. Mais il faut que cette maman-là qui fait tout ça, qui prend ses décisions, se prenne soin d'elle aussi. Donc, si on a quelques animations, on va se détendre un peu et passer peut-être à une phase. Bonjour, je m'appelle Frandy Branda. Je suis une petite femme de Pointe. Je souhaite bonne fête à tous les mamans d'Antier. Bravo Fandy, c'était court mais mignon. Merci. C'est effectivement une petite femme de Pointe. Donc, je pense qu'à la technique, il y avait d'autres animations. Mais sinon, on revient à Maman Pierrette. Je vais la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais nos membres la connaissent tous. C'est la voix de notre équipe, c'est notre maman zen. Pierrette est à Val d'Or, donc on salue tes concitoyens de Val d'Or. Elle est entrepreneur, elle est coach en bien-être et elle nous gratifie assez régulièrement de petites séances de bien-être, que ce soit par la musique, par d'autres activités avec la mamie. Ce sont les challengeuses et on se lève le matin et puis on trouve un défi et ça égaye notre journée.
Donc, Pierrette, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les femmes de Poigne. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Amen. Merci, Abata, de me passer la parole. Donne-nous le secret, verse tout. Non, moi, je voudrais, et ça, c'est quelque chose que je m'autorise parce que Pierrette m'a donné la permission. Pierrette, je voudrais que comme tu fais quand on est ensemble, comment tu commences d'habitude? Pierrette nous gratifie tout le temps d'une belle chanson et moi, elle en a une que j'aime particulièrement et qui a du sens aujourd'hui. Donc, Pierrette, je te laisse le micro. Hi. OK. Et ensuite, on va parler de bien-être. Moi, ça contribue à mon bien-être. Alors, je vous partage mes secrets. Voilà. Merci, Abata. Merci de m'honorer. Ça fait plaisir. C'est mérité. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Yeah. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Femme de Poigne, je suis content de vous voir aujourd'hui. Abata, je suis content de vous voir aujourd'hui. La mamie, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Emmanuel, content de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Jocelyne. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Pierrette. Vous comprenez donc pourquoi elle est la personne la mieux placée pour nous parler de bien-être. C'est l'hymne auquel nous on a droit quand on est membre des femmes de Poigne. Merci. Alors, Pierrette, avec toi, je voulais qu'on parle de bien-être, de choses dont tu nous gratifies et que peut-être nos membres ou les gens qui ne sont pas dans notre groupe ont du mal. Ça a été, depuis 2020, des moments stressants. Des moments où on a sollicité les femmes de Poigne, on a été au four, au moulin, sur la ligne de front, name it. On était là quand on avait besoin de nous à travers nos compétences. Il faut savoir aussi que dans les milieux infirmiers, là, on est très représentés, les afro-descendants. On était là dans les services sociaux. On était là pour faire l'école à la maison. On était partout, on était sur tous les fronts. Ce qui a maintenu le tissu social, ce sont des associations comme l'organisme la Maison des femmes de la Mamie, la Maison internationale des femmes de la Mamie. Ça a permis de serrer les liens, d'être là pour les situations de crise, d'être là pour les situations sanitaires, médicales. Et on a pu compter sur tous les membres. Et au niveau du bien-être et de l'animation d'un de nos outils qui est la plateforme du groupe, ce sont des personnes comme Pierrette, comme la mamie et bien d'autres qui ont contribué. C'était des défis de chansons, de photos, mais il s'agissait de socialiser autrement. Et puis, on a utilisé, comme bien d'autres, on s'est tourné sur un dissous, comme on dit, pour s'adapter à la technologie. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'en sort assez bien. Et donc, Pierrette, c'est quoi le bien-être? Comment on peut parler de bien-être en général? Que fait-on pour être bien? Le bien-être, c'est un sentiment d'être déjà en équilibre. Le bien-être ici, c'est se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans son espace, savoir profiter de tout ce qui nous entoure. Et je dirais même manger sainement. D'accord. Donc, c'est être bien dans sa tête, dans son corps, dans son environnement. Et c'est cet ensemble-là qui fait qu'on se sent bien. C'est ça. Parfait. Donc, au niveau, par exemple, de ces trois éléments, être bien dans son corps, je pense que les gens le comprennent, même si tu peux nous donner des exemples de choses à faire. Être bien dans son corps, quand je dis bien dans son corps, s'accepter d'abord, avoir confiance en soi. Tout à fait.
Oui, oui, prendre soin de toi. Donc, le sport, De la l'intérieur, nourriture. oui, de l'intérieur comme de l'extérieur. Faire ce que nous aimons et qui nous rend heureux. Tout à fait. D'accord. Et au niveau peut-être de l'esprit, donc on peut avoir une taille appropriée, faire du sport, mais avoir d'autres façons d'être en déséquilibre. Pourquoi c'est important aussi de regarder tout simplement, de ne pas seulement regarder l'aspect du corps, mais aussi de regarder l'équilibre qu'on a dans l'esprit et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Donc, on peut méditer. On peut faire des méditations. D'accord. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas les techniques de méditation, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment on se détend? Comment on évacue? Et des degrés aussi de bien-être. Est-ce que c'est juste de méditer? Non, c'est pas juste de méditer. Le bien-être, comme je dis, ça ne, c'est pas toujours cher. Beaucoup pensent que le bien-être, c'est avoir beaucoup d'argent. Par exemple, vous pouvez prendre un thé qui vous coûte moins cher pour vous relaxer, pour vous désintoxiquer, un thé naturel. Ça fait partie du bien-être. Il y a même des activités gratuites qui font partie du bien-être. OK. Je ne sais pas si vous êtes satisfait dans la réponse, je ne sais pas. Non, tout à fait. En fait, ce que je voulais effectivement savoir, c'est oui, il y a des activités gratuites qui font partie du bien-être, mais quel est l'objectif qu'on recherche quand on parle, par exemple, du bien-être spirituel? C'est de dire qu'on a fait 1 heure de yoga, c'est dire qu'on s'est isolé, ou est-ce qu'on peut avoir, par exemple, du bien-être dans une activité? Parce que l'être humain est un être social. Nous, par exemple, une façon d'apporter du bien-être à travers l'organisme, c'est souvent de prendre un moment pour les femmes. Sauf que ça, souvent, c'est plus difficile. On sait qu'on s'adresse à des piliers qui sont 7 jours 24 en mode on. On disait une maman, ça n'a pas de batterie, là, mais Energizer n'a pas encore réussi à nous battre. Moi, je dirais qu'il faut trouver déjà du temps pour soi. Il faut se discipliner. Il faut avoir des disciplines et respecter les disciplines que vous établissez. Il faut faire des challenges, par exemple, avec des amis. Ça va vous motiver. Ça va vous faire sortir de votre confort. Donc, se motiver, être discipliné, s'organiser, aller chercher du temps pour soi. Aller chercher du temps pour soi. Trouver du temps dans votre emploi du temps au travail par semaine, avoir au moins 1 ou 2 activités à faire. Ça peut même être avec votre enfant. C'est chacun de nous qui sait ce qu'il aime faire, ce qui le rend vraiment heureux. D'accord. Donc, en fait, c'est de faire quelque chose qu'on aime faire. Moi, c'est ce que je qu'on aime faire. Qu'on veut faire seul. Ce qui va nous rendre heureux, toutefois sans nous détruire. Tout à fait. Donc, sans nous détruire, sans détruire l'autre à côté, sans détruire la cellule familiale. Moi, je sais que j'ai appris à patiner grâce à ma fille. Les jeux d'hiver, je regardais ça de loin étant étudiante. Maintenant, je suis équipée comme une skieuse olympique. La neige n'a pas de secret pour moi. Et donc, je ne suis pas allée forcément aux jeux d'hiver parce que j'aime les jeux d'hiver. Le fait de passer du temps avec quelqu'un que j'aime, c'était des moments où je lâchais prise. Donc, Pierrette, si on résume donc, est-ce que je peux affirmer que le bien-être, c'est faire ce qui nous plaît sans se nuire, sans nuire aux autres, que ce n'est pas toujours quelque chose de cher, qu'on n'a pas besoin toujours, si ce n'est pas la tasse de thé qui nous convient, de s'isoler. Il y en a qui sont bien dans le yoga, qui ont besoin vraiment d'enlever le bruit de la bulle, mais il y en a qui, au contraire, ont besoin juste de changer d'activité. Et d'autres ont besoin tout simplement aussi peut-être d'être dans une autre activité avec d'autres personnes. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut planifier, se discipliner, s'organiser. Et tout ça, dans quel objectif? C'est de créer un moment à une période régulière ou un moment qui signifie lâcher prise. Est-ce que ça, je résume bien? Oui, lâcher prise, c'est vraiment très important. Savoir dire non.
Savoir dire non à tout ce qui nous traîne vers le bas, connaître ses limites. Oui, connaître ses Connaître limites. ses Hein. limites, oui, écouter son cœur et son corps. D'accord. Écoutez, donc connaître ses limites, Pierrette, je voudrais que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce que connaître ses limites, c'est souvent, en fait, c'est que, est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui ne nous mettent pas en situation de bien-être? Et donc, il faut accepter d'arrêter ça et de ne pas se prendre pour une super machine. Eh bien oui, parce que vous voyez, par exemple, nous les femmes, nous travaillons beaucoup. Nous passons le temps à nous occuper des autres, à monter, descendre, à tourner dans les maisons comme les toupies, faire ci, faire ça. Et nous oublions de prendre soin de nous et personne ne viendra le faire pour nous. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut connaître ses limites. Là, je suis fatiguée, ça s'arrête là. Ça, c'est mon temps à moi. Ok. Moi, c'est comme ça que je résume ça. Et positiver et avoir des pensées positives. Ça contribue beaucoup à notre bien-être. Des pensées positives, des sourires intentionnels. Ça vient beaucoup nous aider dans notre mental. Ne pas prendre des choses toujours au premier degré. Ne pas prendre des choses toujours personnelles. Mm-hmm. Ça vient vraiment nous aider et établir une discipline et la respecter. Parfait. Donc, en fait, un peu comme on nous dit pour les enfants, hein, Jocelyne, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, que la routine rassure. Jocelyne, ton micro n'est pas ouvert. Oui, c'est presque la même chose. Sauf que je dis, tu m'entends? Oui, on t'entend. On va peut-être mettre le micro de Pierrette et le mien en sourdine. C'est ça le grand Oui, danger. Pierrette, arrête ton zoom aussi, ça fait. C'est que nous, des femmes africaines, prendre soin de nous, ça fait pas partie de nos vocabulaires. J'ai jamais entendu dire à ma mère qu'elle prenne soin d'elle. Tous les jours, elle se levait avant tout le monde et dormait après tout le monde. C'est toujours comme ça jusqu'à maintenant, à 70 ans. Et puis, moi, je trouve que c'est trop facile de le dire. C'est trop facile mais vous avez vraiment du travail à faire parce qu'ils vont pas le comprendre. C'est pas à 50 ans qu'on va te dire, prends soin de toi. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je les ai regardés, est-ce qu'ils sont fous, ils sont folles ou quoi? C'était dans une formation comme ça, ils me disaient, prends soin de toi. Je me dis, prends soin de moi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprenais pas c'est quoi. Mais après, j'ai compris, c'est très, très important. Mais le faire d'une façon régulière, ça, c'est un autre défi. Oui, on peut trouver des petits moments, mais moi, je me dis, je parle pour moi-même. Je suis pas capable d'être régulière un moment pour moi-même. Quelque part, je trouve un petit moment, mais en Afrique, ce mot, ça existe pas beaucoup, surtout pour les femmes. Je sais pas pour vous, mais moi, je j'ai jamais vu les femmes autour de moi en Afrique prendre soin d'elles-mêmes. Ça n'existe pas, ce vocabulaire. C'est très important de parler beaucoup avec nos mamans. Je les vois, il y a des mamans qui sont essoufflées, qui travaillent ils travaillent la nuit, le matin, ils viennent à la maison, ils continuent à travailler. C'est comme, il n'y a aucun moment pour eux. C'est très, très important. Mais, c'est un travail de longue haleine, comme disent les Français. D'accord. Et Emmanuel, est-ce que tu veux contribuer sur ce sujet-là, sur l'ensemble des interventions qu'on a? Est-ce qu'il y a une explication scientifique au fait que tous ces adolescents-là soient mollassons? Mais c'est sûr que j'ai vraiment beaucoup apprécié la vidéo qui permettait vraiment de comprendre que on doit les comprendre aussi dans leur étape de croissance, dans leur étape de vie, et que finalement ce que nous on pense être d'une certaine manière, mais leur perspective c'est complètement différent. C'était vraiment éclairant de voir ça. Et puis par rapport justement au bien-être et prendre soin de soi. Je voyais aussi le fait que on soit vraiment plus intentionnel dans ce qu'on fait. Donc, quand on passe le temps avec des gens, que ce soit du temps de qualité, qu'on passe du temps vraiment, qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on soit là avec pour celles qui ont des enfants, avec nos parents,
qu'on prenne le temps vraiment de parler ou avec une amie. Je pense c'est toi, Abata, qui disait que tu vas marcher souvent au bord de l'eau avec une amie à répétition. Tu sais, ça, c'est des temps de qualité où on n'est pas connecté. Et je pense que ça nous fait du bien à nous aussi. C'est La d'être mamie, on nous. doit bisser ce moment-là. Et Ben Manuel oui. nous rappelle d'aller marcher. C'est sûr que le temps Oui. commence à faire beau. On va prendre bien sûr nos vaccins parce que, écoute là. Mais c'est vrai, Emmanuel, c'est vrai, c'est du temps de qualité. Et le mot qualité, je pense que ça résume tout. Hein. Ouais, et ça nous ressource vraiment. La qualité nous ressource. Et en le faisant aux autres, on fait du bien à nous aussi. Il faut pas perdre ça de vue. En se faisant du bien aussi à nous, on le fait aussi aux autres. Vice versa. Et Pierrette a une expression qu'elle va me redire parce que je l'ai oublié. Elle disait le sourire. Le sourire comment? Le micro. Oui, je disais le sourire intentionnel. Ce sourire-là qui vient du cœur. C'est pas du sourire, je sais pas, des sourires hypocrites, non. Un sourire jaune. C'est pas juste la façade. Il faut y Ça mettre va les pas poumons, Ça va au plus profond de toi quand tu souris. Donc, c'est le C'est sourire ça. qui n'est pas beau, là, le sourire qui nous déforme le visage, mais qui vient du cœur. Qui vient du cœur, c'est ça. D'accord. Donc, c'est ça, pas le il faut sourire pour la ajouter pause que- de Hollywood, de cinéma. Oui, ça ne fait pas longtemps, on a lancé un challenge sourire. C'était justement. Oui, c'est vrai. On avait un challenge sourire il n'y a pas longtemps et on en a eu des beaux. C'est vrai que quand on sourit avec les yeux, on sourit avec les pommettes, c'est pas pareil que la pose de cinéma. C'est pas pareil. C'est vrai. Avant qu'on passe à un hommage à quelqu'un de spécial, la mamie, est-ce que dans nos échanges, tu voulais aussi, avec nos panélistes, échanger un petit mot? Ça va laisser le temps à l'équipe technique de nous préparer pour que Dr Muriel aussi nous envoie cet échange-là. Non, moi, je pense que j'ai fait exprès aujourd'hui d'être en retrait pour apprécier, n'est-ce pas, la qualité des échanges. Parfois, quand tu es en avant-plan, tu n'écoutes pas toujours, tu n'appréhendes pas, n'est-ce pas, parfois ce que les panélistes disent souvent. Je suis très ravie, passant de docteur Emmanuel à maman Pierrette, Jocelyne, et j'étais très émue et je me retrouvais partout là, Maintenant, quand j'ai suivi docteur Emmanuel, ça me tente d'aller me vacciner. Je ne peux pas vous cacher, il faut pas que vous savez, je suis quelqu'un, je parle moi terre à terre, ok? Moi, je l'ai compris et vraiment, je change d'avis. Et moi, je pense que c'est l'importance et moi, je pense que c'est la contribution aussi de la Maison internationale de la mamie par rapport à cette pandémie. Chacun devrait faire sa part. Et moi, je pense que cet échange vraiment est très capital. Et je vais partager la vidéo. C'est vrai que les gens vont l'écouter et ça peut changer la vie. Et je pense que c'est même le but de ce que nous sommes en train de faire. Par rapport Tout à fait. je riais seulement, je riais parce que je disais que oui, nous, on a grandi, je ne sais pas, c'est pas la même chose, mais je disais, ok, donc Jocelyne me dit que moi, mais il faut que j'immigre et on appelle ça quoi, je m'intègre moi-même avant d'intégrer mes enfants parce qu'il y a jusqu'à maintenant des choses que j'ai de la difficulté, ok, à faire passer avec mes adolescents. Mais en écoutant Jocelyne, elle me dit que oui, tu écoutes, tu dis que bon, je négocie. Ok, oui, c'est bon, ça me fait du bien parce que sans vous mentir, je vais vous raconter une anecdote que je suis allée dire aux voisins que mon enfant ne passe plus ici au Canada. Que si j'attrape encore mon enfant chez toi, la madame m'a dit oui. Je dis que oui, je ne veux plus le voir chez toi. Ok. Je comprends que j'aurais dit oui, mon champion. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Merci beaucoup, Jocelyne, parce que on sort d'un pays où l'éducation n'est pas pareille. Non, tu peux dire non, mais mais avec aussi pour nous adapter. Ok? Parce que venue étant mère et à traverser une adolescence complètement différente, comme tu le dis. Oui. Mais tu peux dire non avec des arguments. Oui, c'est ce qu'on a appris maintenant. Après que tu sois passé. Mais il faut faire des choix, il ne faut pas dire non à tout, il faut faire comme il part des choses. Et puis, parce que comme je le dis, je pense que tu veux que ton enfant soit heureux. Et il faut quand même le laisser faire certaines choses. Sans toutefois, il faut voir c'est quoi son entourage, c'est quoi ses amis, c'est qui fréquente.
qu'est-ce qu'il veut? J'ai toujours dit non de la vie. Il faut accepter certaines choses, mais pas tout. Il faut faire la part des choses, puis faire des bons choix et accompagner ton enfant dans ce parcours qui n'est pas aussi facile qu'on peut le penser, quand on a passé au travers. Parfait. Moi ici, je reviens sur le bien-être. Je dirais ici que le bien-être doit être une nécessité. Bon, arrêtons de nous faire violence avant de nous faire, arrêtons de nous faire violence avant de nous faire plaisir. Nous passons le temps à aider le monde, à aider nos frères et sœurs, à aider le monde à se sentir bien dans leur peau, mais nous autres, nous nous oublions. Merci, Maman Pierrette. Tout à fait. Merci. Et donc, oui, Abba, tu me on va passer aussi parce que le temps file. Et moi, s'il y a bien une chose que j'aime, c'est respecter mon horaire. Donc, il me reste une dizaine de minutes. Je vais laisser Docteur Muriel, enfin plutôt la technique. Attendez, donc j'ai mon hommage à une dame que vous allez deviner. Je vais laisser l'hommage passer et après, Docteur Muriel va nous parler peut-être des questions qu'on a ou des réactions qu'on a. C'est Ange d'abord. Ça commence par Ange. D'accord. Alors, Angéline, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les femmes de poigne. Oui. Bonsoir. Ouais, avant Pour ceux qui de... ne connaissent pas Angéline, c'est la présidente du CA. Ok. Alors, je dis bonsoir comme ça à toutes les dames sur le plateau. Et avant de lire mon hommage, j'aimerais remercier toutes les dames qui ont intervenu sur le plateau sur les différents sujets, notamment en ce qui concerne le Covid, la pandémie du Covid, notamment en ce qui concerne le bien-être de la femme, j'ai beaucoup apprécié, et même la thématique sur les jeunes. Vraiment, je vous dis merci, c'était intéressant. Alors, je vais lire un petit hommage à une mère, à une dame de poigne. Et je vais lire la première partie, je vais parler de la première partie et ensuite, Muriel va terminer et dévoiler la personne. En fait, au début, ce sera un suspense et après, à la fin, nous allons découvrir à qui nous allons rendre hommage ce soir. Alors, je fais hommage à une mère, à une grande-mère, à une femme de poigne. Elle est née au Québec le 29 mars 1949. Elle a donc 71 ans aujourd'hui. C'est en 1981 qu'elle fut élue députée pour la première fois. Et depuis lors, elle fut élue en 1989, en 1994, en 1998, en 2003, en 2007, en 2008, en 2012, soit un total de 8 mandats en 31 ans. Se faire élire 8 fois comme représentante du peuple, c'est la preuve irréfutable d'une vitalité hors pair. Pour y parvenir, elle fonda son engagement surtout sur la promotion de la réduction des inégalités sociales. Elle s'est battue avec acharnement pour réduire ces inégalités et faire en sorte que, peu importe d'où tu viens, peu importe ton rang social, peu importe d'où viennent tes parents, quel que soit ce que tu veux réaliser, que tu aies la possibilité de le faire sans problème. En effet, c'est elle qui créa le réseau des centres de la petite enfance au Québec. Ce formidable moteur de développement économique et cet outil de lutte contre la pauvreté chez les enfants, chez les femmes et pour toute la famille en général. Commandeur de l'ordre de la Pléiade le 17 mars 2004, elle fut Grande Croix de l'ordre de la Pléiade
le 18 mars 2015 et en 2011, elle reçoit le prix Joseph Papineau. Et le dévoilement doit se faire avec la suite, avec Muriel. Muriel, je te passe la parole. Alors, elle est considérée comme la maman des CPE dans les gouvernements respectifs de René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Bernard Landry. Elle fut tour à tour ministre d'État à la condition féminine, ministre de la main-d'œuvre et de la sécurité du revenu, ministre responsable de l'Outaouais, ministre déléguée à l'administration et à la fonction publique, présidente du Conseil du Trésor, ministre des Finances, ministre du Revenu, ministre responsable de la famille à plusieurs reprises, ministre de l'Éducation, ministre de la Famille et de l'Enfance, ministre d'État à la Santé et aux Services sociaux, vice-première ministre, ministre des Finances, de l'Économie et de la Recherche, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec et enfin, le 19 septembre 2012, Premier ministre du Québec. Elle fut l'unique femme Premier ministre du Québec, plus que quiconque à ce jour et en ce jour de célébration de la fête des mères. Elle mérite cet hommage que nous lui rendons. Elle s'appelle Pauline Marois. Bravo, bel hommage, bel hommage. C'est un très bel hommage. Merci au PCA, merci à Muriel qui aujourd'hui joue le rôle de la modératrice, mais qui est notre conseillère au partenariat. C'est un bel hommage parce que dans la société où on est aussi, il faut savoir se reconnaître dans des modèles. Et moi, je dis souvent que on dit que le caillou profite du haricot pour avoir accès à l'huile. C'est-à-dire que c'est parce qu'on s'associe souvent à des causes. Donc, Oui. Les femmes comme les Pauline Marois sont des femmes au même titre que nous. Les appuyer, les soutenir et s'identifier à elles, il n'y a rien de surprenant. Nous sommes des femmes de poing, c'est une femme de poing. Ce qui nous différencie est moins grand que ce qui nous unit. C'est bien ça. Par conséquent, c'est un beau modèle, je pense, une belle inspiration. Je souhaite à nos femmes de poing qui veulent se lancer sur des parcours similaires d'être inspirées et puis que la liste de ministres de ci, ministres de ça que Muriel déroulait un jour s'applique à l'une des nôtres qui aura été inspirée. Donc c'est un bel hommage. Moi en tout cas je le trouve à point et c'est une belle surprise. Mais je pense que quand vous avez dit la maman des CPE là, ça n'était peut-être plus la peine de demander de deviner. Ouais, c'est bien ça. Parfait. Alors on avance dans la soirée et maintenant on a des esprits bien pleins. Je pense qu'on avait promis quelque chose à la différence de notre dernier événement. C'était la fameuse tenue africaine. Donc, je pense qu'on va prêcher par l'exemple. La mamie, c'est à toi de te lever. Je veux voir la tenue africaine. La mamie a quitté le Cameroun. Je vois qu'on est un peu entre le Nigeria. Est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest? Dis-nous. Ton micro. Non, la beauté parle, on n'a plus besoin de micro. La beauté parle. En tout cas, moi, je propose aussi de montrer ma jolie tenue du Burkina Faso. Donc, oups, j'ai mon Kleenex qui fond de mes poches. Donc, non, au Burkina Faso, on ne porte pas la tenue avec le Kleenex. Hein, on la porte juste comme ça. Donc, moi, j'ai représenté le Burkina Faso. Si dans le public, on a des Burkinabés, mettez-moi des likes. Emmanuel, je vois aussi que tu as respecté le dress code. Montre-moi, s'il te plaît. Mais c'est une représentation du Cameroun. Ah, donc le Cameroun est à l'honneur. Muriel, lève-toi alors que l'Afrique de l'Ouest soit un peu plus représentée parce que sinon, je sens qu'au Cameroun, ils n'ont pas pris ça à la légère. Hein. Voilà. Ah, ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Maman Angèle, ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Tu peux pas dire que c'est le Cameroun.
Jocelyne, j'aurais aimé voir le Rwanda avec la belle tunique qu'on accroche Oui, ici. oui, il fallait m'abuser, j'en ai plein ici. Oh! Je savais pas, c'est trop beau. C'est très beau. Souvent, je vois, et puis je me trouve que c'est maintenant les jeunes filles l'accrochent avec modernité, elles mettent une broche. Oui, c'est ça, ben oui. Donc, dans le Zoom, si la technique a les moyens, on avait promis de laisser nos membres montrer leur tenue. Et c'était une demande qu'elle nous avait fait par rapport à la dernière fête. Donc, la mamie, c'est pas vrai que tu vas t'asseoir. Cette chanson-là, tu sais ce que ça veut dire. Ah, la mamie. Donc, moi aussi, je me joins, même si je ne connais pas les pas. Je ne connais pas. Ah, c'est comme ça, hein, Jeanne. Comme ça. En tout cas. Ah oui, maman Pierrette à Val d'Or. Ouvrez vos micros, faites des commentaires. Et puis, moi, je vais aller pendant ce temps voir sur Facebook ce qui se dit. Le Cameroun est représenté. Ah oui, hein. Mais l'Afrique de l'Ouest ne se laisse pas faire. Je m'associe à ma sœur de Côte d'Ivoire. Muriel, go! Enfin. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, uhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, je vous avais promis une émission d'1h30. À partir de maintenant, c'est free for all. ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, uhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami C'était bon. awukholana. Ilondoloze, Un message à ma sœur Emmanuelle, allez vous faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner la première dose mercredi. Je le recommande à tout le monde. Vaccinés aussi dans le club des vaccinés. Jerusalem, Tu peux me faire confiance. Docteur en génétique. Oui, apprends ça. Zungangishilana, Jerusalem, On te donne des écouteurs, non? ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawo yami
Merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Zoom. Merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont partagé. Et puis à la prochaine. Bonne fête des mères à ceux qui font chaque été et à ceux qui continueront à fêter. Merci à nos panélistes. Merci à Jocelyne, à Thérèse, à Emmanuel. Merci à l'équipe technique. Merci à la DG. Merci au conseil d'administration et à sa présidente. Et merci à tous ceux dans le bureau exécutif qui se sont impliqués. On va les prendre parce qu'on va faire la partie des amis financiers un mandat, sinon les agents, d'après ce que j'ai entendu, mais c'est à la discrétion de l'agent. Peut-être que ça marche pas pour d'autres, je ne sais pas.